Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque pour un scénario express consacré cette fois-ci aujourd'hui, et puisque c'est sa semaine évidemment, à la légende des 5 anneaux. Et donc je vous propose tout simplement un premier scénario qui est le premier en fait d'une mini-campagne que j'ai donc intitulé La paix des cerisiers. C'était on va dire à une époque où ayant joué on va dire selon la chronologie euh, que j'ai tracé, on va dire, que j'ai dressé avec mes joueurs à travers les campagnes, les scénarios que je leur ai proposés, où donc il y avait eu une issue à, on va dire, au coup d'état, on va dire, du clan du Scorpion, et ils avaient réussi à remettre en fait une personne légitime de la famille impériale sur le trône. Et ce n'est pas vraiment le sujet que je vais aborder, c'est juste pour vous dire que nous sommes dans un contexte normalement qui est un contexte de paix dans l'Empire d'Émeraude, avec, on va dire, un empereur tout ce qu'il y a de plus légitime, et que les choses, on va dire, vont pas forcément, on va dire, pour le mieux, mais en tout cas sont plutôt stables. Voilà. Ça, c'est déjà pour le contexte. Le premier scénario donc se nomme Sakura Hi, donc les cerisiers en feu, et donc concerne évidemment le premier élément, puisque chaque scénario, les 5 que je vais vous proposer, sont à chaque fois thématiques, et thématiques évidemment d'un élément. Nous sommes donc dans mon contexte tel que je l'avais mis en place, à Kyunden Ikoma, donc sur les terres du clan du Lion, au mois de la chèvre 1139. Donc ça, vous ajusterez évidemment par rapport à votre propre calendrier, mais ça peut se passer évidemment en période, au début de votre période favorite, ou au début, on va dire, de la période classique, donc le 1121, qui est, on va dire, la base à peu près de toutes les éditions d'L5R, je crois même jusqu'à la cinquième. On est également dans un contexte de narratif, on va dire, et de propositions ludiques spécifiques qui indique que les personnages sont tous, de près ou de loin, des samouraïs qui sont, on va dire, proches, en tout cas, d'un magistrat d'émeraude. Donc, ce sera à vous, comment dire, de le mettre de le créer, et donc de le faire en fonction évidemment des nécessités de votre campagne. Comme je vous ai dit, cette on va dire proposition ludique est la plus simple pour pouvoir justement justifier le fait que des personnages puissent intervenir alors qu'ils font partie de clans différents. La chose est également assez importante. Et donc là, justement, ils auront été invités à accompagner leur magistrat. Donc moi, dans ma version, c'était on va dire un magistrat d'émeraude qui était en fait un PNJ, hein, qui faisait partie du clan de la grue, et qui avait donc pour mission de ramener en fait la liste c'est quelque chose d'extrêmement important, de ramener en fait à la famille justement Ikoma, euh, et également aussi d'une certaine manière pour permettre à la famille Kitsu, qui donc protège les ancêtres et également on va dire donc les esprits des défunts, de pouvoir faire donc ainsi leur travail, leur noble tâche. Il a ramené donc la liste en fait des personnes mortes sur la Grande Muraille, mortes au combat, et ou mortes on va dire dans l'outre-monde, qui évidemment on va dire leur corps n'a pas pu forcément être retrouvé ou faire l'objet de comment dire de funérailles décentes. Donc évidemment c'est quelque chose de très très délicat, mais les Sodan Senzo, donc les Shugenja donc de la famille donc Kitsu, qui eux sont spécialisés on va dire dans tout ce qui est on va dire esprit des ancêtres et des défunts, sont normalement là pour pouvoir apaiser ces esprits qui sinon risqueraient évidemment d'être agressifs, comment dire, envers les vivants. Voilà. Donc c'est pour ça que leur nom, on va dire, de manière très officielle et très précise, est remis justement à la famille Ikoma pour l'histoire, pour donc les archives de l'Empire, puisque la famille Ikoma, ce sont les archives de l'Empire, les archives historiques hein, évidemment de l'Empire, et également pour que les Kitsu puissent honorer leur nom, pour qu'ils ne soient pas oubliés, et qu'ainsi donc ils ne soient pas, jusqu'à ce que peut-être on retrouve enfin leurs dépouilles, qu'on puisse leur donner une sépulture décente, et bien qu'ils ne soient pas perdus corps et âme, c'est le cas de le dire, suite à leur sacrifice dans l'autre monde. Voilà, donc ça c'est le contexte que moi j'avais mis en place, qui est on va dire un contexte suffisant, je pense, voire même fort, qui permet de justifier qu'ils accompagnent leur magistrat pour une tâche, on va dire, extrêmement
importante en tout cas, et qui est du ressort d'un magistrat. Voilà. Ils sont donc en ce quatrième jour du mois de la chèvre, évidemment c'est l'été, et un été évidemment extrêmement chaud et caniculaire, un peu comme le nôtre en ce moment, sur les terres donc, du clan du Lion. Et après donc la cérémonie officielle donc, de dépôt aux archives, un soldat donc fait soudainement irruption donc, dans la salle à manger pour avertir donc Ikoma Kaoku-sama d'une épouvantable nouvelle. C'est le Roth évidemment, Ikoma Kaoku-sama. Les plaines donc de bataille, le grenier à blé de l'Empire est en feu. Donc il semblerait que on va dire la canicule ait provoqué, on va dire, des incendies évidemment dans les deux champs, ce qui peut évidemment très naturellement arriver. Et donc c'est une situation désespérée car les moissons ne vont pas tarder, et c'est toute la nourriture évidemment de l'Empire qui est là en fait pour nourrir justement l'Empire, qui risque d'être mise à mal. Donc là je dis blé, mais il y a aussi du riz, hein, mais bon, là c'est des champs de blé parce que les rizières, il y a un petit peu plus de mal, comment dire, quand même comment dire, à prendre feu, hein, évidemment, pour ce qui est des rizières. C'est possible également, mais là non, voilà. Mais là comment dire, les lions, eux, c'est surtout, on va dire, des champs de céréales. Voilà. Et il y a des champs de céréales aussi, hein, ils mangent aussi des céréales, hein, autre que le riz. Donc voilà, il n'y a pas d'impair en quelque sorte que je commettrais par ce biais-là. Euh, donc là, l'incendie semblerait avoir pris donc à partir du village donc, de Rugashi. Je vous invite à regarder, comment dire, une carte précise des terres du clan du Lion. Et se propager donc rapidement donc, vers le village de Foshi au sud et vers le château de la Voie du Sabre au nord. Donc on est dans ce triangle. Ikoma-sama donc prend tout de suite la décision d'envoyer des troupes pour le château de la Voie du Sabre, tandis que donc leur magistrat utilise donc ses prérogatives de représentant du champion d'émeraude pour s'adjoindre donc les services donc de plusieurs samouraïs présents, donc les siens évidemment et d'autres, pour donc leur donner des directives. Et donc c'est là que moi en tout cas, les personnages de ma campagne étaient intervenus et avaient été mis, on va dire, précisément sur leur mission. Donc, donc il y avait d'ailleurs, et ça c'est très important également dans ce scénar, la nécessité tout de même qu'il y ait un Shugenja pour que ce soit, on va dire, assez intéressant. Généralement, dans un groupe de joueurs, vous aurez toujours au moins une personne qui jouera au moins un Shugenja. J'avais oublié de le préciser. Donc ils partent à leur demande donc, pour le village justement de Foshi. Donc ils réquisitionnent des chevaux. En fait, c'est ça aussi qui est l'avantage du champion d'émeraude, enfin d'être un représentant du champion d'émeraude et donc d'être un magistrat d'émeraude, c'est de pouvoir faire des réquisitions d'hommes, de matériel et on va dire de provisions pour pouvoir réaliser une mission précise. C'est comme ça simplifie les choses du côté également aussi du MJ pour justement impliquer les personnes et leur donner on va dire, le matériel nécessaire pour réaliser leur mission. Donc ils réquisitionnent des chevaux. Donc là, en plus, ils avaient la possibilité de réquisitionner carrément des chevaux, comment dire, des véritables chevaux, hein, donc des chevaux du clan de la licorne. Sinon, ils auraient eu des poneys. Et donc, ils partent dans la nuit, vraiment à bride abattue, c'est le cas de le dire, pour le village de Foshi, pour essayer, évidemment, de circonscrire comment dire, l'incendie en question, car on sait que à la vitesse de propagation, l'incendie arrivera au village, on va dire, le lendemain, dans la journée. Donc, sans attendre, ils partent. Donc, donc le magistrat et son équipe partent donc dans la nuit à la lanterne, en bénéficiant donc de la fraîcheur, on va dire, de la nuit. Et ils arrivent donc vraiment en fin de nuit, après donc avoir galopé dans la campagne. Ils ont juste le temps donc de se nettoyer un peu, de prendre comment dire une collation et ils doivent passer à l'action. Donc donc j'avais en fait dans le groupe, hein, comme je vous disais, un enquêteur Kitsuki, une comment dire, garde du corps Mirumoto, j'avais également donc un Tensei du feu Izawa. Et au niveau des autres personnages, je crois que c'était tout. Il y avait peut-être un quatrième personnage,
Il faudrait que... Oui, c'était un comédien Chosuro. Voilà. C'était donc les 4 personnages que moi j'avais dans mon groupe, mais vous pourrez composer évidemment votre groupe à loisir. Donc, ils vont se répartir les tâches pour essayer justement de faire ce qu'il faut. Donc, il y a un groupe qui, d'un côté, va essayer donc de faire édifier, comment dire, un coupe-feu. Donc, ils vont créer en fait une tranchée au niveau, on va dire, des limites du village pour évidemment empêcher que l'incendie n'arrive dans le village. Là, il faut être quand même clair. Très sincèrement, il va être extrêmement dur d'éteindre l'incendie des champs en question. C'est même quasiment impossible en l'état de fait, surtout dans un contexte féodal, médiéval en tout cas. Donc le but évidemment c'est de sauver le village. Donc un groupe part pour justement en clair avec une petite équipe, le plus de paysans possible en mesure de pouvoir le faire. Donc les paysans valides en clair, hein, les hommes et les femmes on va dire qui sont capables de tenir on va dire une pioche, une bêche, une pelle. Euh, et un outil en tout cas agricole qui leur permettra de creuser un sillon suffisamment grand pour protéger le village, tandis que les enfants, les malades, les vieillards, eux on va dire, vont être déplacés avec le plus de provisions possible vers un autre lieu plus sûr, loin de l'incendie, et justement le magistrat leur donne les autorisations nécessaires pour qu'ils puissent avoir le droit de se déplacer. Je rappelle qu'à l'époque, les paysans qui n'ont pas d'autorisation signée d'une autorité n'ont pas le droit de quitter leur village. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que la chose, justement, je l'aborde de manière précise. Donc, visiblement, cela leur permet en tout cas la tâche est faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre comme quoi le village va, si le village, on va dire, va survivre en fait grâce à leur plan. En tout cas, la population, elle, a été déplacée. C'était le but. Donc la population, elle, sera sauvée. Mais voilà, est-ce que le village, lui, va être détruit? En milieu d'après-midi, ils vont voir en fait le feu quelque peu approcher. Et donc si eux ils essayent un petit peu de voir comment ça se passe, ils verront que s'il y a un Shugenja aussi, que évidemment il sentira grâce au sort sensation qui est quand même assez courant, qu'il y a vraisemblablement des forces on va dire élémentaires du feu qui sont extrêmement puissantes au sein de cet incendie, ce qui peut paraître normal, mais il pourra même voir comment dire qu'il y a une manifestation justement du feu sous la forme d'un tigre, un esprit extrêmement puissant qui se nomme Tora, le tigre justement, qui a l'air, on va dire, d'être vivant en fait, de donner vie d'une certaine manière, une vie propre à à cet incendie. Et d'ailleurs, s'ils continuent évidemment à rester sur place, ils verront que le tigre en fait est visiblement guidé, en tout cas qu'il a l'air d'être contrôlé de près ou de loin par un individu qui lui a l'air de se baigner dans les flammes et qui a l'air d'être purement et simplement vêtu d'un simple kimono de paysan et qui a l'air, on va dire, animé d'une certaine haine, d'un certain esprit de revanche. Donc ça, c'est si évidemment ils arrivent de près ou de loin à voir au moins, ou en tout cas investiguer, comme quoi il y a visiblement quelque chose de pas net qui se passe et qui en tout cas a lieu à travers cet incendie. Ils vont donc évidemment probablement se mettre à sa poursuite, donc évidemment il va utiliser le feu pour s'échapper. Euh, dans la version de mon scénario, c'était juste le Tensei justement du feu, le Tensei Izawa, qui l'avait poursuivi et qui malheureusement il y avait eu un duel et là le premier duel n'avait pas été en faveur justement de l'Izawa et donc il avait réussi à s'enfuir et donc à les mener en quelque sorte en bateau en leur faisant suivre on va dire une piste fausse pour les induire en fait en erreur. Et en fait lui avait suivi un autre chemin et cet autre chemin en fait ils vont le suivre pendant une deuxième nuit entière pour arriver donc jusqu'à comment dire donc la forêt donc du village des Briques à l'est comment dire du domaine. Euh, Ils vont donc
s'apercevoir que l'individu leur a encore échappé, donc il faut voir que il est vif comme le feu, donc il a les capacités évidemment de pouvoir leur échapper très facilement parce qu'il est très agile, très rapide grâce à ses pouvoirs magiques. Donc il va falloir mettre en scène à travers ce scénario justement une sorte de course-poursuite où ils vont l'apercevoir de loin, il va s'éclipser, il va évidemment sur le chemin provoquer des incendies qu'ils vont devoir gérer ou brûler comment dire certaines choses, peut-être même blesser des gens que justement les samouraïs vont devoir soigner ou du moins vont essayer de leur éviter évidemment les pires outrages et les pires blessures. Donc ça c'est vous qui voyez comment vous allez justement mettre en place cette course poursuite en quelque sorte une fois qu'ils l'auront repéré ou une fois qu'ils grâce à l'enquête ils ont repéré qu'il y avait quelqu'un comment dire dans l'incendie, quelqu'un dans les flammes justement qui visiblement contrôlait de l'intérieur si je puis dire l'incendie et contrôlait un puissant esprit, donc l'esprit de Tora, jusqu'à ce que ils parviennent en fait après donc là vous allez fin de la journée ou du moins et à peu près toute la nuit suivante les faire vraiment comment dire crapahuter comme des malades dans la cambrousse avec donc le feu derrière eux et donc un individu qui essaye de leur échapper qui parvient visiblement magiquement, il faut voir que c'est quand même tout de même magique tout cela, qui parvient tout de même à leur fausser compagnie assez régulièrement grâce à ses pouvoirs. Et donc il se dirige donc vers le village normalement donc de Tonfadjutsen, où donc ils vont finir par arriver à retrouver sa trace dans un sanctuaire dédié justement, qui est vraiment en plein milieu d'un champ, dédié donc au martyr Gokuzi, un forgeron qui avait donc créé le tonfa justement, l'arme paysanne, et cette arme évidemment avait été à l'origine puisque c'est une arme qui permet donc de parer les coups de sabre, qui avait été à l'origine donc à une certaine époque de révolte paysanne, qui avait été le symbole en fait de révolte paysanne. Donc c'est un martyr donc qui est vénéré uniquement par la classe paysante et qui est d'une certaine manière réprimé et même on va dire banni, très mal vu on va dire par la classe on va dire des samouraïs, c'est évident. Donc là, ils vont découvrir le jeune homme qui est, on va dire, en méditation dans le sanctuaire. Donc c'est quand même un lieu sacré. Faut le répéter encore. Donc ils ne pourront pas, comment dire, directement aller l'attaquer et verser le sang à l'intérieur du sanctuaire. C'est quelque chose de répréhensible et voire même à ne pas faire pour ne pas, on va dire, sinon être souillé, comment dire, spirituellement parlant. Et donc, ils vont devoir trouver une solution puisque pour l'instant, il est en méditation pour récupérer en quelque sorte ses forces. Et à un moment, il va s'éveiller et il va évidemment raconter son histoire, dire que donc il a l'air pourtant, on va dire, il n'a même pas l'air d'être un Shugenja, il est habillé comme un simple paysan, mais il a pourtant bel et bien les pouvoirs d'un Shugenja. Et il dit défendre par ses actions justement et ses actes, comment dire, son histoire, le fait que justement ses ancêtres aient été d'une certaine manière, d'une part, on va dire, persécutés par la classe des samouraïs et d'une certaine manière la classe paysanne les a quelque peu laissés tomber également. Il faut être tout de même là-dessus. Donc il est là et il se prétend donc être justement un descendant de ce Gokuzi et il veut en fait en quelque sorte le venger contre évidemment la répression dont les paysans qui avaient été on va dire autour justement de ce Gokuzi qui avait donc mis en place cette rébellion paysanne. Il voulait donc tout simplement plus de liberté d'une certaine manière pour les paysans, plus de considération, de respect pour justement la classe paysanne. Et c'est ça qui était à l'origine. Et donc par rapport évidemment à la difficulté de leur labeur et de leurs conditions. Voilà. Donc ils refusent pour l'instant de quitter le sanctuaire, ce qui va les obliger d'une certaine manière qu'à une seule possibilité, c'est une ordalie, donc un duel judiciaire en quelque sorte, un duel élémentaire, qui peut être donc un duel de Shugenja entre Shugenja, ou un duel évidemment à l'arme, et dans ce cas-là évidemment lui-même utilisera le tonfa de son ancêtre, qu'il a également sur lui, mais qu'il n'utilise pas, il préfère utiliser ses pouvoirs magiques. Et donc il n'y a que comme cela qu'ils pourront mettre fin, on va dire, à cela, parce que sinon
il est en mesure de pouvoir continuer à créer des incendies un peu partout dans la plaine en question pour continuer à assumer la vengeance, on va dire, en tant que descendant donc, de la lignée de Gokuzi. Euh, Ensuite, évidemment, ils ramèneront probablement le corps comment dire, au château donc, dont ils étaient issus, donc au fameux château Ikoma. Euh, Visiblement, ils vont avoir nouvelles comme quoi le château de la Voie du Sabre a été sauvé, comme quoi les villages eux-mêmes ont été sauvés de l'incendie, en particulier le village justement qu'ils ont aidé on va dire, à sauver justement contre l'incendie en créant donc ce coupe-feu. Euh, et donc, ils auront une entrevue, comment dire, avec un Sodan Senzo qui leur dira donc que Mazu, donc Mazu c'est le nom justement que peut-être il ne s'est pas présenté, hein, mais en tout cas moi je l'avais appelé comme ça, était bien un élève de leur école, donc un élève on va dire Sodan Senzo, donc normalement un Shugenja des ancêtres, qui lui avait visiblement le pouvoir de pouvoir invoquer un esprit légendaire, un esprit donc du Shikushudo, donc c'est l'esprit évidemment, c'est des esprits animaux, hein, qui a dans une sorte de dimension spirituelle, des enfers entre guillemets, on va dire de la mythologie évidemment, qui correspondant évidemment au monde de la légende des cinq anneaux, et que euh, il y aurait comment dire les Kitsu, dont l'un d'entre eux en particulier, Kitsu Waotaka, dit le chasseur d'esprit, était justement le gardien en quelque sorte de cette tradition, on va dire, autour des esprits du Shikushudo, qu'il pouvait donc chasser de manière spirituelle et rituelle pour évidemment les empêcher de commettre, on va dire, des dépradations et des, des exactions, des meurtres, des destructions, comme justement l'a fait le fameux Tora, justement le tigre de feu. Donc il y a quand même une tradition qui d'une certaine manière a été rompue, et plutôt que justement de combattre en fait ce tigre, l'individu pour on va dire à satisfaire à sa vengeance personnelle, a préféré utiliser le tigre évidemment pour commettre évidemment des destructions, et en particulier là la destruction de on va dire centaines d'hectares de blé sur les terres du clan du Lion, qui aurait été on va dire assez nécessaire pour justement nourrir les soldats, hein, parce que là le blé était surtout destiné à nourrir les soldats plus que les paysans qui eux se nourrissent exclusivement surtout de riz. Et donc la lignée semblerait s'être éteinte d'après ce qu'on leur dit depuis 15 ans. Suite donc à la disparition justement du dernier gardien, donc du dernier descendant de Kitsu Waotaka, Kitsu donc None Nori, et suite à la disparition de sa fille qui s'appelle donc Shikume. Ça aura importance pour le deuxième scénario. Et donc, une fois qu'ils sont en mesure, enfin qu'ils sont au courant, on va dire, de toute cette histoire, ils sont avertis en fait donc de ce qui va être la thématique de la campagne, qui va tourner évidemment autour de ces esprits du Shikushudo, donc de ces 4 esprits élémentaires, plus on va dire un scénario spécial qui les lie tous d'une certaine manière sur le vide, qui sera on va dire l'objet de la campagne. Donc voilà, pour ainsi dire, vous avez une structure avec vraiment en plus on va dire déjà un contexte, donc un contexte d'esprit élémentaire qui d'une certaine manière vont être utilisés à des fins de vengeance pour la plupart du temps, ou à des fins d'ambition, ou à des fins on va dire diverses, hein. Vous allez le voir, j'ai essayé un petit peu de diversifier au travers des scénarios les différentes utilisations des personnes qui vont donc se mettre en contact et contrôler ces esprits pour, on va dire, réaliser leur propre plan, évidemment. Donc là, le scénario assez simple, donc une situation de départ qui justifie le fait qu'ils soient ici, avec donc la remise de ces fameux registres donc, de samouraïs décédés sur la Grande Muraille et dans l'Outre-Monde. Euh, la mise en place, on va dire, d'une équipée spéciale dirigée donc par un magistrat pour justement essayer d'arrêter le feu et de sauver un village.
la poursuite donc de celui qui est à l'origine de ce plan, de ces déprédations, de cet incendie, on va dire, de champs en pleine canicule, assez facile d'ailleurs. Voilà, ils le poursuivent, ils enquêtent ou ils font vraiment une véritable course-poursuite haletante pendant une journée et demie, enfin une journée et enfin une demi-journée et une nuit pour essayer donc de le retrouver, et un duel qui normalement donc un duel on va dire officiel pour que concrètement la personne accepte d'une certaine manière de se rendre. Évidemment, si il est victorieux du duel judiciaire, bah, ils n'auront d'autre choix normalement, puisque les Kami en ont décidé, que de le laisser partir. Bon, évidemment, j'espère que dans le cas présent, que ce soit donc le Shugenja en duel donc d'Ordali, on va dire magique, d'Ordali élémentaire, ou le duel à l'arme, donc lui avec son tonfa et et contre donc un samouraï le armé, j'espère quand même que on va dire l'un des PJ sera triomphant. Sinon, évidemment, ça pose problème et fait que bah, techniquement, selon les lois, on va dire, ils ne pourront pas y toucher, si ce n'est en commettant, on va dire, une souillure. Bah, s'il y a un scorpion dans le groupe, peut-être que lui sera en mesure de pouvoir assumer cela pour mettre hors d'état de nuire un individu dangereux qui utilise donc un esprit tout droit libéré donc, du Shikushodo pour commettre évidemment des crimes impardonnables. Voilà, sous évidemment on va dire l'empire, si je puis dire, de la vengeance. Voilà, donc c'était Magna Magister pour le premier scénario de cette campagne donc de la paix des cerisiers, les cerisiers en feu. Et j'espère que bah, vous aurez pris plaisir à peut-être bah, trouver l'inspiration à travers ce scénario. Comme moi, j'ai eu énormément de plaisir à le jouer, à le faire jouer, et mes joueurs également à le jouer. Et on se retrouve donc pour de nouvelles aventures dans un très très proche avenir. Suivez, on va dire, les nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de mettre évidemment de vous abonner si ce n'est fait. Et eh bien, je vous invite évidemment aussi à venir discuter sur le chat tous les mercredis soirs lors du live du mercredi. Voilà, c'était Magna Magister. À bientôt pour de nouvelles aventures.